Et enregistrement en attente, allez, lance-le. Voilà. Je t'informe, Cassim, que nous enregistrons cette réunion. D'accord, merci. Voilà. J'accepte que tu enregistres cette réunion. Tu es fort aimable. Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui suit pour vous l'actualité Microsoft. Nous sommes ce soir le jeudi 8 juillet 2021 et c'est l'épisode 210 de Lifetile qui rime également avec dernier épisode de cette saison 10. Et ce soir avec moi, j'ai le plaisir, pour traiter de l'actualité estivale, d'accueillir Cassim. Bonsoir Cassim. Bonsoir. C'est le dernier, ça y est, c'est le dernier épisode. C'est le dernier, c'est ça. C'est ça, on va se dire au revoir. Allez, bah écoute, on va se dire au revoir Cassim, mais on va se dire au revoir après avoir parlé quand même d'un gros sujet. Ben oui, bien sûr. Moi je te propose d'attaquer tout de suite en parlant de Windows 11. Alors, Cassim, première chose, je voudrais un petit peu revenir sur ce que j'ai pu lire sur le net, et j'ai pu lire qu'une majorité d'utilisateurs qui avaient Windows 11 ou qui pouvaient avoir Windows 11 n'étaient pas très emballés par cette sortie. Est-ce que tu as des explications un petit peu quant à cette position des gens, Cassim ? Oui, tu fais référence tu vois, j'ai des idées aussi. Oui, non, mais il y a le sondage que vous avez publié sur Frandroid, mais... Et après, il y a les retours d'une manière générale. C'est ça. Je suis assez d'accord. On va dire que les retours autour de Windows 11 sont un peu mitigés pour le moment, mais c'est pas des retours des gens qui l'ont testé, comme tu me dis, c'est plutôt sur les attentes des gens. Oui. Et le fait que les gens sont pas forcément ultra excités à l'idée d'avoir Windows 11 là tout de suite. Je pense que ça vient surtout d'un manque d'expérience justement des gens sur le fait que de loin Windows 11 a l'air d'être une simple surcouche, une simple refonte, mais vraiment très en surface de Windows 10. Quand tu regardes pas trop en profondeur, tu te dis ok, ils ont juste déplacé le menu démarrer, ils ont refait trois icônes, 3 fenêtres, et puis ils appellent ça Windows 11 quoi. Alors que quand tu te plonges un peu dans la liste des nouveautés, puis à mon avis on ne les a pas encore toutes découvertes d'ici la sortie, je pense que la mise à jour sera quand même assez conséquente, et c'est peut-être les mêmes qui aujourd'hui disent non mais Windows c'est un Windows 10.5, ça nous intéresse pas, qui demain diront peut-être ah non ils ont changé trop de trucs, je veux revenir sur Windows 10. Ils ont il y a eu trop de changements. Alors, donc on verra par bien, rapport à ça, Cassim, moi j'ai quand même 2 points que je voudrais rajouter à ce que tu dis. On a quand même une communication qui a été assez catastrophique de la part de Microsoft pour présenter Windows 11. Entre la conférence ratée de Panos Panay avec des soucis techniques et puis la communication qui a changé entre le jour même, le lendemain et le surlendemain. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, à mon sens, c'est celui qui, moi, me refroidit le plus, finalement, alors que j'étais vraiment hyper impatient de tester Windows 11, c'est le fait de n'avoir aucune machine compatible Windows 11. Et ça, clairement... Et ça, franchement, ça refroidit du monde. Parce que si tu dois changer de machine, avoir une machine de dernière génération pour tester Windows 11, je me dis, franchement, c'est les boules. Non, mais clairement, ça, on en avait beaucoup discuté la dernière fois... à chaud, enfin pas parce qu'on était en plein milieu justement d'un peu de ces problèmes de communication, et clairement il va falloir que Microsoft réfléchisse aux conditions d'utilisation de Windows 11, les caractéristiques requises, parce que clairement ça va pas plaire à tout le monde. Moi je suis toujours d'avis qu'ils devraient essayer de faire 2 versions, peut-être ramener des choses de Windows 11 dans Windows 10 pour dire jusqu'à la fin du support de Windows 10 en 2025, vous aurez quelques nouveautés et on va quand même pas vous abandonner. Vous avez pas besoin de jeter votre machine à la poubelle. Mais si vous êtes sur Windows 11, on a mis des caractéristiques requises un peu fortes parce que comme ça on est prêt pour le futur, on a quelque chose de plus sécurisé, de plus carré, et on préfère garder ça, être un peu buté sur ce point là jusqu'à la sortie de Windows 11, mais vous inquiétez pas, on va aussi choyer un peu Windows 10 pour pas vous abandonner quoi. Ouais. J'aimerais bien qu'ils adoptent un peu cette posture là s'ils comptent pas
à défaut de changer, qu'ils fassent un peu de pédagogie, quoi. Qu'ils accompagnent leur choix d'explication. Ouais, et puis je préférerais même ça au fait de, par exemple, qu'ils reviennent en arrière sur Windows 11 en disant bon les gens sont trop mécontents, on abandonne les conditions en termes de sécurité pour Windows 11 et qu'on parte finalement d'une mauvaise base pour ce nouvel OS. Je préférerais encore qu'ils maintiennent leur position, mais qui soient plus généreux avec Windows 10 pour pas abandonner les gens, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais moi, je trouve quand même assez culotté l'attitude de Microsoft quant aux appareils Microsoft. Autant tu peux dire, moi, voilà, j'ai un PC de bureau qui a une base qui a 7 ans, donc tu peux dire, soit il est vieux, mais ma Surface Pro 3, qui est quand même de Microsoft, je me dis, merde, elle est pas capable de suivre une mise à jour du fabricant. C'est quand même dingue. Oui, non, mais clairement, et ça, je pense, il y aura des problèmes. Ils ont déjà commencé un peu à lâcher du lest et à dire que finalement la 7e génération de processeurs Intel, par exemple, sera peut-être compatible au cas par cas selon les modèles. Je pense qu'il va falloir qu'ils lâchent un peu sur certains trucs. Et je pense que, c'est pas possible encore une fois, ce Surface Studio 2 là, c'est pas possible de continuer à le commercialiser aujourd'hui. Et encore plus depuis la sortie de Windows 11. Et de continuer à le commercialiser alors qu'on sait en l'état, il n'est pas compatible avec Windows 11 d'après Microsoft, quoi. C'est clair. Après, Cassim, question technique, est-il possible, alors moi je vois j'ai le souci du TPM et du processeur, mais imaginons qu'on n'ait que le souci du TPM, est-ce qu'il serait possible qu'on rajoute un composant qui joue le rôle de puce TPM, en fait une carte contrôleur TPM, quoi? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est une hérésie ce que je raconte? Alors c'est possible sur les PC fixes, ça existe. Il faut que ta carte mère soit, et en gros il y a un port sur la carte, physiquement sur la carte mère, pas à l'arrière du PC, mais vraiment sur la carte mère. Il y a des broches en fait, et tu peux venir brancher un connecteur, un composant qui va être ta puce TPM. D'accord. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de PC, quand même relativement, même plus ou moins récents ou un peu anciens, qui peuvent avoir ce TPM intégré directement dans le processeur. Mais qui est désactivé. Oui. Donc il faut aller voir dans le BIOS pour vérifier tout ça. Malheureusement, ça demande un peu de doigté du coup, parce que ça demande d'aller dans le BIOS et c'est pas un truc que les utilisateurs apprécient beaucoup. Souvent, t'as peur quand même d'un peu de flinguer ton PC. Ouais, avec les UEFI, je trouve que c'est quand même assez gentil maintenant. Oui, mais bon, voilà, ça dépend un peu de ton historique avec l'informatique. Mais clairement, c'est pas tout un chacun qui peut forcément aller dans l'UEFI et activer. Surtout qu'en plus, le paramètre qui active le TPM a un nom différent selon les constructeurs, selon le processeur, etc. Donc, c'est pas toujours très pratique, quoi. Donc, je vous renvoie à l'épisode précédent, l'épisode 209, où Cassim nous expliquait comment s'appelaient les différents modes TPM, que ce soit chez Intel ou chez AMD. Voilà. Je crois que c'était PTT chez Intel. C'est assez facile de s'en souvenir. En tout cas en France. Ouais, d'accord. Voilà. On est vieux et on est d'accord. Merci Cassim. Voilà. T'as d'autres choses par rapport à ce sondage que vous aviez fait là sur Frandroid à rappeler, ou c'est l'essentiel? Non, on a fait le tour. Après, il y avait une partie des gens qui étaient aussi favorables à l'installation de la bêta, et je pense que ça nous fait une transition toute trouvée pour... Mais totalement, Cassim, totalement, parce que Cassim, tu as parlé d'une transition possible vers une installation de la bêta. Microsoft a proposé cette semaine la première bêta Insider avec quelques petites surprises. Alors, je te laisse en parler un petit peu. Oui, déjà, je voulais savoir si toi, déjà, tu l'avais installé. Je voulais te poser la question, justement, si tu avais pu l'installer sur une machine ou sur... Non. Je veux le faire sur ma Surface Pro, mais là, j'ai pas eu le temps. J'étais en vacances, mais j'ai trop passé de temps au travail. Ah, ouais, t'auras le temps. Tu auras le temps, justement, entre nos deux saisons. Peut-être. J'espère. Mais moi, j'ai lu des choses, mais je reviendrai, je te poserai la question peut-être tout à l'heure par rapport à ça. Mais je te laisse expliquer un petit peu ce qu'on y trouve. Oui, du coup, on y trouve évidemment la plupart des nouveautés qui avaient été présentées par Microsoft dans sa conférence, pas toutes, notamment le lancement des applications Android, par exemple, pour l'instant, c'est pas présent. L'intégration du cloud gaming, c'est pas présent non plus, mais il y a beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées, qui sont déjà là. Il y a le nouvel explorateur de fichiers, par exemple, avec sa nouvelle interface. Il y a le nouveau Microsoft Store aussi, qui est beaucoup plus pratique, et d'ailleurs, on va revenir dessus, mais il y a eu des changements vraiment intéressants. Oui, il paraît.
Et moi, c'est vraiment ma nouveauté favorite de Windows 11 et c'est la raison pour laquelle j'ai craqué, je dois bien l'avouer, que j'ai installé Windows 11 sur ma machine personnelle qui me sert aussi pour le boulot. Donc, ce n'est surtout pas à faire, évidemment. Donc, ne suivez pas mon exemple, mais je l'ai fait parce que je suis faible. mais ouais, mais c'était pour le travail, c'était pour le travail. Voilà, on va dire ça. Pour l'instant, j'ai gardé le menu démarrer au milieu, histoire un peu de m'habituer, mais je pense que je le remettrai à gauche après. Je l'ai remis à gauche sur toutes mes autres machines, mais c'était pour un peu essayer de voir, tâter du terrain, quoi. Mais oui, non, vraiment, toutes les nouveautés sont assez intéressantes. L'explorateur de fichiers, par exemple, il est quand même, c'est pas une refonte, profonde, on l'avait expliqué, c'est toujours le même explorateur de fichiers derrière. Ils ont juste remanié un peu l'interface pour que ce soit cohérent avec Windows 11. Et quand même, ça marche plutôt pas mal. Notamment, ça permet d'avoir un explorateur de fichiers qui, avec le thème sombre, est plutôt réussi, ce qui n'était pas du tout le cas, je trouve, sur l'explorateur de fichiers de Windows 10. Là, il se marie plutôt bien avec le thème sombre. Le bon point aussi que j'ai trouvé, c'est que le menu clic droit, alors c'est un bon point et un mauvais point en même temps, le menu contextuel de l'explorateur de fichiers a aussi été refait pour toujours se marier avec l'interface de Windows 11. On sent que ça a été très important pour eux. Ouais. Donc on a que quelques options et des coins arrondis, et justement pour se marier bien, ils ont mis un peu derrière ils ont un peu caché toutes les options que tu peux avoir, par exemple si tu as installé setzip ou le ouvrir avec ou ce genre de choses. Tout ça a été un peu rangé dans des sous-menus, donc qui sont un tout petit peu moins faciles d'accès, mais qui permettent au moins d'avoir un menu qui est plus joli, plus moderne, et parce qu'ils sont bien obligés pour un peu supprimer l'historique, quoi. En gros, t'es obligé après, avec le clic droit, d'avoir un petit afficher plus d'options pour revenir en fait à l'ancien menu pendant le temps de faire ton action. D'accord. Et après, tu repasses sur le nouveau menu. C'est voilà. Je vais pas m'attarder non plus en détail sur tous les trucs de Windows 11. Je pense en plus on aura l'occasion d'en reparler à la sortie de l'OS. Mais vraiment, moi là après un peu plus d'une semaine à l'utiliser, c'est vraiment agréable d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent, moderne, fluide aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animations qui ont été retravaillées, de mieux rangées aussi, pour un peu tout ce qui est notification et tout a été refait pour être plus harmonieux. Il y a vraiment pas mal de menus, et je crois qu'on posait la question à l'épisode précédent, par exemple, de certains menus de Windows 10, comme celui qui permet de choisir si tu vas étendre ton écran sur l'écran secondaire ou le dupliquer, etc. Qui sont ces menus qui sont un peu qui datent de Windows 8 en fait. Oui, quasiment. Qui sont des volets là qui viennent sur la droite d'habitude. Eux aussi ils ont été refaits. Hein. Maintenant c'est des petits menus qui prennent pas forcément tout l'écran ou toute la partie droite de l'écran, et qui ont été repensés avec les icônes de Windows 11. Donc mine de rien ils ont fait le travail pour un peu comme je disais. Je pense que vraiment à la sortie de Windows 11, on n'aura plus aucune trace de Windows 10 ou de Windows 8. Il y aura probablement encore des menus qui dateront de Windows XP, etc. Les menus qu'on connaît bien, les panneaux de configuration et compagnie, ils seront toujours là. Mais mais 8 et 10 auront disparu. Mais 8 et 10 auront disparu. La version entre guillemets, le Windows moderne en tout cas aura été mis à jour. Et après, il faut quand même noter que même il y a vraiment beaucoup de logiciels comme Paint et tout ça ont été aussi mis à jour. Et même les logiciels un peu historiques, les gestions de périphériques et ce genre de choses, ont quand même des coins arrondis et font, mine de rien... Les fenêtres sont homogènes avec celles de Windows 11. Voilà, tu sens que derrière c'est un peu vieux parce que les icônes sont vieilles et que c'est des menus, tu sais, avec le menu déroulant, fichier, affichage, point d'interrogation pour avoir l'aide, etc. Classique. Donc ça, tu sens que c'est un peu vieux. Mais les coins arrondis et quelques éléments esthétiques font que ça fait un peu illusion sur le côté nouveau. D'accord. Alors moi j'ai lu quelques retours sur cette bêta Insider. Alors c'est notamment les retours de notre ami Flobo, qui l'a trouvé plus esthétique que pratique, et même que Microsoft avait peut-être sacrifié l'esthétique. Avait sacrifié le côté pratique à l'esthétique, notamment dans les boutons de fermeture, réduction de fenêtres. Qu'est-ce que t'en penses toi à l'utilisation ? Je suis assez d'accord. Je pense que ça va pas choquer beaucoup de monde parce que les gens font pas forcément autant gaffe que nous sur des détails d'ergonomie etc. Mais oui, je suis d'accord que factuellement,
il y a des éléments qui étaient plutôt bons en termes d'ergonomie sur Windows 10 et Windows 8 qu'ils ont changé pour quelque chose de plus beau, mais qui du coup est moins bon. Par exemple, je sais que Flobo prenait l'exemple et c'est vrai que aujourd'hui, depuis Windows 7, si vous mettez votre curseur en bas à droite à côté de l'heure dans votre barre des tâches, vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître et c'est un bouton qui permet de faire disparaître toutes les fenêtres, de les réduire toutes pour revenir au bureau. C'est l'équivalent de Windows D, ouais. Et ce raccourci, ce petit bouton, il a changé avec Windows 11 et maintenant il a rétréci en fait, c'est un tout petit bouton et du coup ça fait que si vous mettez vraiment votre curseur dans le coin ou sur la tranche droite quoi, vous êtes à côté du bouton et vous ne cliquez pas dessus. D'accord. Au contraire, et pas même chose si vous êtes à gauche entre l'heure et le bouton, voilà, c'est devenu une sorte de petite pilule verticale et du coup si ton curseur est pas exactement dessus, tu rates le bouton. Ce qui factuellement est du coup moins ergonomique puisque le bouton est plus petit, plus difficile à cliquer. C'est comme ça quoi. Après, est-ce que les gens l'utilisaient beaucoup? Est-ce que ça va choquer énormément de monde? Ça, voilà, je suis pas sûr. Je trouve effectivement qu'ils ont un peu sacrifié de l'ergonomie pour de l'esthétique, quoi. Bon, espérons que ça vaille le coup quand même. Cassim, si j'installe mon Windows 11, comment ça se passe? Est-ce que si je suis déçu, est-ce que je peux revenir à Windows 10? Alors j'ai vu deux choses à ce sujet. Normalement, officiellement, tu peux, et c'est pareil ce sera pareil quand la sortie de Windows 11. Normalement, tu as 10 jours, et c'est la même chose. En fait, aujourd'hui, quand tu installes une mise à jour de Windows 10, tu as 10 jours pour la désinstaller avant que le nettoyage système fasse en sorte de supprimer l'ISO, quoi, en gros. Donc tu as 10 jours pour répondre à ta question avant de le réinstaller. Moi je crois que dans les paramètres il me disait quand même que c'était pas possible, mais c'était peut-être un problème de mon PC vis-à-vis de Insider. C'est un cas un peu particulier, mais normalement oui, on pourra revenir à Windows 10 assez facilement, d'autant plus que malgré mon laïus de tout à l'heure, ça reste dans les faits une mise à jour de Windows 10, ce Windows 11. Donc technologiquement parlant, c'est assez simple de prévoir un retour en arrière sans réinstaller le logiciel, sans perdre les données. Donc tu veux dire qu'on aurait pu l'appeler Windows 10.5? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Non, je te taquine. Non, mais voilà. Mais oui, clairement, techniquement, c'est une mise à jour de Windows 10 et du coup, ça fait que c'est plus simple. La migration est beaucoup plus simple. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose finalement. Oui, il y a une cohérence dans la manière de fonctionner des OS, donc on peut passer de l'un à l'autre plus facilement. Ok. Oui. Je vais mentionner juste rapidement deux nouveautés aussi de la build parce qu'elles n'étaient pas annoncées par Microsoft. On les a un peu découvertes sur le tas. Très succinctement, il y a un nouveau menu il y a des nouveaux menus que Microsoft n'avait pas annoncé, notamment quand tu en gros passes ton curseur sur le bouton de recherche sans cliquer. En fait, il te propose une sorte de menu déroulant avec tes derniers résultats. Donc les derniers logiciels que tu as lancés. Donc moi par exemple, j'ai cherché Store tout à l'heure. Et donc là, il me propose boutique Microsoft, j'ai panneau de configuration, Word, etc. Parce que c'est les derniers résultats de mes recherches et j'ai aussi une barre de recherche pour très rapidement lancer une nouvelle. Donc ça, c'est intéressant, c'est un petit plus. Et au niveau du multitâche, au niveau de l'icône de multitâche, dans la barre des tâches, ouais. Toujours pareil, si tu laisses ton curseur dessus, tu peux facilement passer d'un bureau à l'autre. Ça aussi, je trouve ça peut être pratique pour ceux qui prennent l'habitude. Ouais. Donc c'est des petites options. C'est des petites options en plus. Et juste une nouvelle technologie qui a été intégrée qui va être, je pense, intéressante pour les futurs PC, notamment, je pense, les futures surfaces. Suivez mon regard. C'est une option dynamique refresh rate qui, en gros, permet de gérer des écrans. Aujourd'hui, c'est très à la mode, même sur mobile, d'avoir des écrans qui vont à 90, 120, 144 Hz. Oui. Qui permettent, en fait, d'avoir un meilleur taux de rafraîchissement. Donc, c'est beaucoup plus fluide. L'image est beaucoup plus fluide. Quand tu scrolles sur le web, etc., c'est beaucoup plus fluide. C'est aussi utile évidemment dans les jeux vidéo. Et donc c'était un peu réservé aux joueurs justement jusqu'à présent, et maintenant c'est beaucoup plus grand public d'intégrer des écrans à haut rafraîchissement. Et je pense que Microsoft a prévu que les PC vont probablement bientôt avoir des écrans 90 ou 120 Hz. Et je pense que les prochaines surfaces, ça m'étonnerait pas qu'elles y passent aussi, parce que l'iPad y est passé par exemple. Oui, donc il n'y a pas de raison. Et en fait cette nouvelle fonction qu'a intégrée Windows 11, en fait ça permet dynamiquement de gérer la fréquence entre 60 et 120 Hz par exemple, si c'est 120 Hz le maximum de l'écran, pour économiser de la batterie. En fait, si vous êtes en train de regarder une vidéo qui est de toute façon à 24 images secondes,
l'écran il peut se réduire au moins à 60 Hz facilement et vous ne verrez aucune différence, vous serez en train de regarder votre film et ça va permettre d'économiser de la batterie et de consommer moins d'énergie. Donc c'est intéressant à prendre et évidemment si vous lancez un jeu ou vous êtes sur le web, là il pourra peut-être plutôt accélérer la fluidité pour vous permettre d'avoir une meilleure expérience. Alors moi je reviens au point de tout à l'heure parce que j'avais noté une question et puis j'ai oublié de te la poser. Donc j'y reviens. On a parlé d'installer Windows 11 en tant qu'insider. Mais moi j'ai lu ça et là que pour certains cela s'était avéré impossible car ils n'étaient pas insider à assez haut niveau en temps et en heure voulu et donc ils ne pouvaient plus installer cette version de Windows 11. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en sais de ça? J'en sais pas grand chose, j'ai vu aussi passer les mêmes infos, mais je m'interroge, normalement il suffit de s'inscrire dans le canal dev du programme Insider. Le problème c'est que moi mes comptes ils sont déjà Insider donc c'est difficile de le simuler, mais normalement il suffit de s'inscrire dans le programme Insider, de s'inscrire au programme dev, dans le canal dev et normalement au bout d'un moment on devrait avoir les builds de Windows 11. Peut-être que cette première version là ils ont voulu la réserver à une première vague qui était déjà Insider, mais très probablement là dans les semaines à venir quand les builds vont s'enchaîner il va y avoir ce sera probablement ouvert à plus de monde. Normalement ça devrait pas poser de problème et il devrait même y avoir bientôt les ISO directement disponibles en téléchargement si c'est pas déjà le cas depuis le site de Microsoft à partir du moment où t'es inscrit dans le programme Insider. D'accord. Parce que moi qui suis en release preview seulement, je me posais la question, est-ce que j'aurais droit à passer en dev et récupérer Windows 11? En principe, oui. Moi, j'étais pas en dev, par exemple. J'étais en Insider preview aussi. Ouais. Et je suis passé en dev et ça a marché. Alors après, est-ce qu'il se souvient d'une époque où j'étais déjà dev ou voilà? Peut-être, ouais. Il y a une fois, moi, je suis passé en skip-ahead. Pas un skip-ahead, c'était en fast à l'époque. Fast ring, et bon, peut-être que ça marchera. Bon, allez, on va laisser Windows 11 de côté. Et Cassim, moi, j'ai cru entendre que Windows 10 allait avoir sa version de fin d'année, qui allait sortir. Mais par contre, est-ce qu'elle serait beaucoup plus orientée côté pro? Finalement, pour monsieur et madame tout le monde, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à cette mise à jour. Oui, on commence à avoir les contours de Windows 10 21 H2, donc qui sera la prochaine mise à jour entre guillemets majeure de l'OS, même si ce sera pas non plus un truc incroyable. Et oui, les nouveautés, clairement, on parle de, par exemple, OpenXPS, qui est les fichiers... l'alternative au PDF. Oui, voilà, c'est l'alternative au PDF de Microsoft. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, par exemple, une meilleure gestion des puces TPM. Tout à fait. On y revient. Ça a l'air d'être le dada de Microsoft. Oui, donc c'est pas c'est des nouveautés qui sont très orientées professionnelles. Si pour les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de leur machine pourront sur un PC qui est géré par leur groupe pourront changer la langue. Et ça c'était impossible jusqu'à présent. Donc là ça sera possible pour les utilisateurs. Bon, c'est des petites choses, hein, mais j'imagine qu'à l'entreprise, ça peut aider. Oui. Voilà. Non, mais clairement. Et après, bon, ça, c'est les nouveautés qui sont qu'on peut dessiner pour le moment pour Windows 10. Après, on verra. Moi, je reste à penser, que on aura peut-être d'autres nouveautés qui seront annoncées d'ici là. Le qui store, seront un peu transverses avec Windows 11. Le store. Alors ça, c'est déjà officiel pour le coup. C'est effectivement que le store qui a été présenté pour le store. Qui était présenté pour Windows 11, il sera aussi proposé sur Windows 10. Ça c'est officiel, ils n'ont pas exactement précisé comment et de quelle façon, mais normalement on aura une mise à jour. Le store va se mettre à jour tout seul et on va avoir la même interface que dans Windows 11, le même logiciel et donc le même fonctionnement qui devrait permettre de meilleurs téléchargements, de meilleures installations. Ouais. Donc ça c'est bien. Et normalement aussi la possibilité d'installer les logiciels vraiment... classique via le store. Classique via le store. Et ça déjà c'est déjà quelque chose qui est très agréable. Moi de mon test de Windows 11, j'ai pu tester quelques applications de la sorte. Et pour répondre un peu aux interrogations qu'on pouvait se poser, c'est vraiment donc tu cliques sur le bouton téléchargement comme une application classique et enfin d'installation, voilà. Et quand tu le lances, ça le lance normalement. Et donc ça lance pas le setup.exe, ça lance directement l'application.
et l'application est bien installée dans Program File, le dossier très classique de Windows. C'est pas du tout un dossier sécurisé ni rien. Et donc tu n'as pas le choix du lieu d'installation? Pas pour le moment. Je pense qu'à terme, tu auras au moins le choix du disque d'installation. Je pense que, pour garder les choses simples, je pense que Microsoft a bien raison de laisser le dossier Program File, qui est de toute façon le dossier un peu par défaut pour installer un logiciel, et qui est un dossier quand même un minimum sécurisé de Microsoft, même si c'est pas autant sécurisé et pas autant bloqué, verrouillé que le dossier Windows Apps de Windows 10. Qui en a fait rager plus d'un. Mais le dossier Program File est quand même pratique. Je pense qu'ils ont raison de l'installer là. Par contre, je pense qu'il faut qu'ils laissent le choix entre ces deux points, G2 points, etc. quoi. Du disque, notamment pour les jeux vidéo. Pour l'instant, ils te laissent pas le choix, quoi. D'accord. Après, les jeux vidéo, tu peux les déplacer quand tu les as téléchargés. Enfin, les UWP, tu peux choisir où tu les installes. Mais là sur le nouveau store, il te laisse vraiment aucun choix. Je pense que c'est vraiment un problème que le nouveau. Non, mais je pense que c'est le fait que le nouveau store est en bêta et qu'il y a des fonctionnalités qu'ils n'ont pas encore pu réimplémenter. Je pense que ça. Vu comme c'est un truc, quand même, c'est une des demandes. Oui, c'est pas une fonctionnalité qui me semble très compliquée à intégrer. Et c'est plutôt un des trucs quand même qui est demandé assez immédiatement par les gens sur ce genre de store. Donc, je pense que d'ici la sortie de Windows 11, quand même, ce sera d'équerre, quoi. D'accord, ça marche. Allez, moi je te propose de fermer cette page Windows de fin d'année 2021 et de parler un petit peu plus de Microsoft en général. Alors pour commencer, Cassim, si je te dis 14 juillet, tu me dis quoi? Fête nationale. Mais non, le lancement du cloud PC de Microsoft, Cassim. Ah, pardon. Oh, quand même, t'as pas révisé tes news? Donc, non, pardon. Donc, en plus, ça me ressemble bien. Donc, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines, voire quelques mois. Microsoft devrait lancer 3 offres de machines virtuelles, de PC virtuels, à destination plutôt des professionnels, encore une fois, mais pour l'instant ce sont plutôt des fuites que l'on a et il faudra attendre donc le 14 juillet pour savoir ce que Microsoft va vraiment proposer, quelles configurations exactes vont être proposées et voir si ça s'adresse vraiment uniquement aux pros ou si un particulier peut avoir besoin de ce genre de machine. Et ça sera la conférence Microsoft Inspire, donc Inspire et Expire, de Microsoft, où Satya Nadella peut-être fera des cours de yoga, je ne sais pas. Ce sera du 14 au 15 juillet. Non, en vrai, c'est leur conférence, elle a changé plusieurs fois de nom au fil des ans, mais c'est leur grosse conférence annuelle qui est juste quelques jours avant les résultats financiers annuels. Et c'est un peu, on bombe le torse, on est fiers de nous, on parle avec nos grands partenaires, les plus gros clients de Microsoft, les grosses entreprises, etc. Et c'est vraiment très un peu entre Microsoft, quoi. Ouais. Je me rappelle qu'il y a même des parties de la conférence historiquement qui étaient des fois pas diffusées en ligne parce que c'était des choses un peu, voilà, ils voulaient les garder entre eux, quoi. Mais normalement cette offre de cloud PC elle devrait être dévoilée à ce moment-là. Et ouais, ça devrait être très très orienté entreprise. Pour l'instant, ça risque d'être un service en fait de Microsoft 365. Mais la version entreprise. Ouais. Pas la version particulier. C'est ça. On verra si à l'avenir. Moi, j'aimerais bien quand même. Enfin, je trouverais ça intéressant que à l'avenir pour les particuliers, il y ait peut-être une offre un peu à la Shadow, mais sans le côté gaming, de pouvoir accéder à une sorte de Windows à distance. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas très grand public. Ouais, mais je me suis posé la question de pour quelles utilisations. J'en avais en tête, mais j'ai un peu oublié. Oui, c'est surtout ça dépend de la puissance en fait auquel tu as accès à travers cette machine virtuelle. Ouais. Si tu as quelque chose d'un peu performant, tu peux imaginer faire du montage et des choses comme ça à distance ou des trucs un peu gourmands ou demander à des tâches. Enfin, on pourrait imaginer un peu des choses hybrides qui pourraient être intéressantes, mais ça c'est un peu à Microsoft effectivement d'imaginer des scénarios qui puissent être intéressants. Mais je conviens que c'est pas la grande demande numéro 1 des utilisateurs, je pense, aujourd'hui. Parce que maintenant, avec xCloud, sur ton PC, ce qui est gourmand, ça va être le jeu. Et oui. Maintenant, c'est disponible. Donc, oui, ça, je suis d'accord. Ouais.
Voilà. Bon, allez, on en reparlera peut-être à la rentrée, voir si on a trouvé plus d'intérêt à cette offre de cloud PC chez Microsoft. Une petite nouveauté qui est quand même beaucoup plus intéressante et qui va ne pas être du tout à destination des pros, mais vraiment de tout le monde. Si vous utilisez OneDrive pour stocker vos photos, vous avez peut-être pu remarquer que les possibilités d'édition étaient assez réduites et Microsoft s'est inspiré. Alors, dans l'article source, il y a une comparaison avec Google Photos. Moi, j'utilise pas Google Photos, mais ce à quoi ça me fait penser quand on a lancé l'application tout à l'heure, c'est finalement l'application photo de Windows 10. On a l'impression que OneDrive reprend dans le mode photo une partie de l'application de Windows 10 pour vous permettre en ligne de modifier, d'ajuster les photos. On peut recadrer assez facilement, on peut faire un petit peu tourner sa photo, voilà, appliquer quelques effets. C'est vraiment hyper simple et ça se fait tout en ligne. Donc voilà, vous pouvez rogner, pivoter votre image, vous pouvez jouer sur la luminosité, l'exposition, le contraste, sur les ombres, sur les parties éclairées, sur la saturation, la chaleur et la teinte des photos. C'est sûr, c'est pas un Lightroom, c'est pas quelque chose comme ça, mais si vous voulez faire des petites modifications, ça se fait super bien et super vite. Je pense qu'ils ont raison en plus de proposer ce genre d'amélioration parce qu'il y a Google Photos qui est récemment devenu quand même presque payant entre guillemets puisque ils ont vachement restreint la mise en ligne de photos et du coup je trouve ça intéressant que comme dès que t'es abonné, on revient à ce service, dès que t'es abonné à Microsoft 365, t'as ton Tera de stockage sur OneDrive. C'est clair. Ça peut être très intéressant d'uploader tes photos parce qu'avec 1 Tera de stockage, t'as le temps de voir venir en termes de photos, je pense quand même. Ouais, même quand tu shootes en RAW, c'est bon, t'as de la place. Mais ça se remplit quand même assez vite. Enfin. Voilà, donc je vous conseille de l'utiliser et si vous ne savez pas où le trouver, donc vous allez dans votre OneDrive, sur le côté vous allez dans le mode photo, parce que d'habitude vous atterrissez dans le premier mode qui est le mode mes fichiers, et ensuite vous avez un petit bouton qui s'appelle modifier. Donc quand vous avez cliqué sur une photo, eh bien vous pouvez modifier cette photo, tout simplement, comme sur PC. Voilà. Ensuite, Cassim, on en a parlé un petit peu, ce sont les applications classiques qui sont arrivées sur le Windows Store, donc tu as pu les essayer, mais il y a quand même quelques noms assez sympas, assez connus qui sont arrivés, et moi je retiens par exemple celui d'OBS Studio, qui est l'outil qu'utilisent de nombreux streamers pour diffuser leurs écrans sur les différents réseaux dédiés à cet effet. Toi, tu as téléchargé quoi comme nouvelles applications ? J'ai justement téléchargé OBS Studio pour eux, mais alors bon, je sais pas que je l'utilise énormément. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de l'utiliser pour des enregistrements, mais c'est surtout pour tester justement ce fonctionnement et pour voir que ça s'installe dans Program File, etc. que j'ai voulu télécharger. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi, bon, c'est un peu WinZip, qui est le vrai WinZip qui a été intégré, la version payante, l'outil professionnel. Ouais. Je ne sais pas qui a encore besoin de WinZip aujourd'hui quand tu fais des logiciels. Il y a WinRAR si vous aimez cliquer sur non, j'ai pas envie de payer pendant à vie. Flobo, il l'a acheté. Ok. Sinon, il y a 7zip qui est open source et performant et qui est gratuit. Donc qui est très bien. Et j'aimerais bien justement que 7zip intègre le Microsoft Store, tout comme par exemple VLC ou ce genre de choses. Mais je trouve que c'est déjà très encourageant que là, 1 semaine après la présentation ou 2 semaines après la présentation, on a déjà des logiciels qui commencent à faire leur arrivée. On sait aussi qu'a priori, Mozilla Firefox va être ajouté au store. D'accord. Donc on a quand même des logiciels qui sont quand même relativement populaires. Même si WinZip, moi aujourd'hui je l'utilise plus, c'est un nom quand même qui est assez fort. Qui est connu. Et puis qui est très, en plus ancré dans le côté vieux logiciel pour le coup. Donc ça montre bien que c'est pas une application WP, quoi. C'est WinZip, quoi. Ouais, c'est le WinZip. Voilà, je trouve que c'est une bonne illustration. J'espère que vraiment que les autres éditeurs de logiciels vont suivre pour massivement proposer leur application dans le store. Vraiment, j'espère que, je sais pas moi, Steam, VLC, Chrome, 7zip, etc., ils seront tous dans le store pour que t'aies plus à aller chercher ailleurs pour les téléchargements, quoi. Donc ce sera très pratique. En plus, j'en profite juste pour mentionner rapidement que j'ai testé que j'étais assez impressionné par l'outil Winget qui est intégré aussi à Windows 11. Ah, donc, qui est le gestionnaire de paquets un peu façon Linux
des logiciels sur Windows. Donc c'est des lignes de commande à rentrer. Mais il est entre guillemets plus avancé que le Microsoft Store parce qu'il connaît vraiment les adresses de plein de logiciels. Et en fait, moi j'ai même pas essayé d'installer des choses avec ou quoi. J'ai juste fait winget upgrade all, ce qui est la commande pour mettre à jour les logiciels du PC, tous les logiciels. Et il a été capable d'aller me chercher la mise à jour de Discord, la mise à jour de Slack, de Audacity, etc. Vraiment de tous les logiciels qui étaient installés sur mon PC, alors que je ne les avais pas installés avec le store ou que je ne les avais pas installés avec Winget. Donc je trouvais ça assez génial, bluffant. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment assez bluffant. Alors pour l'instant, du coup, c'est à travers une ligne de commande. Mais qui sait, peut-être s'ils pouvaient un jour un peu marier ça avec le Microsoft Store pour justement avoir un côté pratique, quoi. Alors tu l'avais sur le store de Windows 10 où tu pouvais faire rechercher les mises à jour. Il allait te lister. Alors, pardon, il le faisait uniquement pour les applications UWP qui étaient installées via le store. Oui, là, toi, évidemment, ce que tu veux dire, c'est le côté vraiment universel. C'est ça, là le Windows 11 évidemment te propose aussi d'aller chercher les mises à jour mais ça reste les applications et logiciels qui sont installés depuis le store, OBS Studio inclus, mais pas les logiciels que tu as installés depuis d'autres sources, alors que le Winget Upgrade All est vraiment allé me chercher tous les logiciels qui étaient installés sur mon PC, j'imagine grâce au registre, et il allait me les mettre tous à jour un par un en allant chercher le dernier exécutable en date que lui il connaissait en comparant les versions. Il m'a vraiment tout mis à jour, alors que voilà, a priori il connaissait pas forcément les logiciels qui étaient installés sur mon PC, tu vois. Ah ouais, mais je vois bien, mais ouais, c'est génial ça. C'est assez top. Bon, mais voilà, on va laisser le store continuer à grandir pour qu'il s'améliore complètement. Et puis on va passer à un dernier point Microsoft, c'est Office qui a été mis à jour. Je sais pas si tu as lancé la suite Office, Cassim, récemment, toi? Oui, bah, en fait, je me suis inscrit au programme Insider pour l'avoir, cette nouveauté, d'accord. Ouais, bah, vu que je suis sous Windows 11, je voulais voir un peu ce que ça donnait, quoi. Mais on l'a sous Windows 10 aussi, cette mise à jour, hein. Oui, bien sûr. Oui, mais ça utilise des codes de design. Enfin, le but de Microsoft avec cette mise à jour, c'est d'harmoniser la suite Office avec le design de Windows 11, même si effectivement ce sera proposé sur Windows 10. Je suis un peu mitigé par rapport à ce qui apparaissait dans les captures d'écran très très jolies de Microsoft. Je trouve que la mise à jour est globalement réussie avec le thème clair, mais le thème sombre, pour l'instant, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas très propre ni très beau. Alors moi, je suis en thème sombre. Ouais, moi je suis en thème sombre par défaut. Je serais peut-être pas aussi intransigeant que toi. Alors je l'ai vu pour l'instant que sur Word et sur Outlook. Je trouve pas ça très beau, quoi. Après, bon. Mais généralement, moi je travaille sur... la suite Office, je l'avais mise avec juste un petit peu de gris dedans. Je n'avais pas mis le mode sombre sur la suite, et là, la suite a repris le thème que j'ai sur ma machine, et donc elle s'est mise automatiquement en mode sombre. Mais bon, moi qui travaille beaucoup sur Word, ça me fait bizarre d'avoir cette feuille blanche au milieu d'un fond noir ou gris foncé. Donc je sais pas si je vais le garder, mais ce qui a beaucoup changé finalement, c'est le ruban. Le ruban est... Alors vous avez toujours la barre avec les titres de menu, fichiers, insertion, dessin, etc. Mais vous avez ce ruban qui est vraiment mis en exergue sur, pour moi, un gris plus clair, avec un petit effet de relief et des coins arrondis, donc les coins Windows 11. Et je sais pas quoi en penser non plus, pour l'instant. Non, mais après, voilà, là j'étais un peu sec sur le thème sombre, mais sinon, d'une manière générale, pour l'instant... Après, j'ai vraiment l'impression que c'est pas définitif, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments où là, par contre, je trouve qu'on retrouve pas cette cohérence que j'ai retrouvée dans Windows 11, dans le sens où, hormis le nouveau ruban là, effectivement, qui est arrondi, et le design général de la fenêtre, moi chez moi qui est un peu plus arrondi, etc., avec la barre de recherche, tout le reste fait très très vieux Office, notamment tout ce qui est accueil, etc. Et je pense qu'il serait temps aussi les options, tout ça. Ah oui, ça c'est la même chose, ça n'a pas changé. Hein. Bah c'est ça n'a pas changé du tout. Et je pense, enfin, s'ils se mettent le challenge là d'avoir une refonte graphique pour s'harmoniser avec Windows 11, je trouve que ce serait intéressant qu'ils aillent jusqu'au bout. Et notamment la page d'accueil qui date peut-être de Office 2007 en partie, ouais, je crois, Je crois, ouais. Ce serait bien qu'il la repense un petit peu, au moins qu'il l'harmonise un peu en termes d'interface avec les codes de design de Windows 11, quoi. Il n'y a pas besoin non plus de la refaire entièrement, de réinventer la roue, quoi. Mais je pense qu'il y a un petit travail à faire.
Je suis assez d'accord avec toi. Mais là, ça y est, je suis repassé en mode couleur classique. Voilà. Ah, tiens, il y a des erreurs sur Outlook, il y a des boutons. Ah oui, non, c'est quand tu passes de l'un à l'autre sans redémarrer le logiciel, tu as des boutons qui restent noirs. C'est bête. Bref. Donc, Office va rester perfectible, mais bon, il faut rappeler qu'on est en version bêta, nous. Donc, oui, et d'ailleurs, ce qui est largement excusable. J'ai surtout testé Word, mais par contre, OneNote, c'est service minimum. Hein. C'est vraiment pour trouver les différences là sur le nouveau OneNote, c'est pour l'instant. Alors après tout dépend. Je les vois pas trop. Tout dépend si tu es sur le OneNote application ou le OneNote bureau. Non, le OneNote bureau. Alors le OneNote application, a priori, il est abandonné. Il s'appelle OneNote pour Windows 10 et je crois qu'ils sont un peu en train de le Alors que pendant un temps, ils avaient abandonné le OneNote de bureau. Oui. Oui, non, mais bon. Faut suivre. Hein. Mais tout ce qui est gestion des blocs-notes et tout, c'est un peu à l'ancien. Enfin, ça a pas évolué quoi. Justement, les blocs par rapport à l'application qui est beaucoup plus moderne, la version Windows 10, l'application qui propose une interface plus moderne et je trouve une arborescence qui est plus intéressante, je trouve. Elles sont complémentaires quand même. La version. Quand t'es un gros consommateur de bloc-notes comme je le suis, tu te rends compte qu'il y a certaines options qui sont hyper importantes qui sont présentes dans l'application de bureau et qui n'existent pas dans la version application pour Windows 10. Et non, ça je suis d'accord. Voilà. Hein, ça je suis d'accord. Non mais c'est bien qu'ils repartent de la version la plus complète. Et je trouve juste qu'ils devraient en profiter pour faire une sorte de mélange graphique et proposer quelque chose d'unique et de bon qui réunit à la fois toutes les fonctions et en même temps. Une bonne interface quoi. Parce que la version classique de OneNote, c'est vrai que ça fait penser à un logiciel des années 2000. Ça fait un peu vieillot comme tu le disais. Enfin voilà, donc Office était mis à jour pour les insiders. Et on va passer à la dernière partie, Cassim, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir travaillé sans parler de jeux vidéo. Alors, cette fois-ci, Cassim, on va parler de quoi ? On va parler de quoi, là ? De nuages. De nuages ? Quoi, tu veux parler de xCloud ? Exactement, on va faire plaisir un peu à Satya, quand même, qui se demande pourquoi il a signé des chèques pour Xbox. Pour vendre des consoles. Et pour vendre du cloud gaming. Ah oui, pardon. Ah, je me trompe toujours, j'y arrive pas. Donc oui, on va juste... rapidement mentionner, je pense qu'on a beaucoup parlé de Xbox cette année, je l'avais promis, on l'a fait. C'est normal, il y a eu les nouvelles consoles qui sont sorties, etc. Mais là, c'est une nouveauté. Du coup, du côté cloud gaming, ils ont enfin sorti de bêta, entre guillemets, la possibilité de jouer en cloud gaming directement depuis un PC ou à peu près n'importe quel navigateur. Et en plus, c'est assez simple, il suffit juste d'aller sur xbox.com/play à partir du moment où tu es abonné au Game Pass Ultimate. Et tu as directement accès, c'est vraiment simplissime pour le coup, ils ont très très bien travaillé l'expérience. C'est vraiment xbox.com/play et hop, tu as directement ton catalogue façon Netflix de jeux, les vignettes directement, tu cliques dessus, tu cliques sur jouer et ça lance le jeu immédiatement. Alors pour rappel, même si c'est sur PC, il faut quand même une manette pour jouer puisque ce sont des jeux consoles auxquels on accède. Même les jeux qui sont clavier-souris en fait qui pourraient jouer au clavier-souris sur une Xbox pour l'instant ne sont pas gérés sur xCloud. Donc parce qu'ils ont pas le serveur va pas percevoir vos clics souris et clavier quoi. Ouais. Donc faut quand même jouer avec une manette. Mais sinon ça marche très bien, ça marche d'autant mieux que conjointement à cette annonce, ils ont aussi indiqué que les serveurs étaient ça y est passés, on l'attendait sur des Xbox Series X. Donc mais c'est pour ça qu'on peut plus l'acheter. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Series X à disposition. Mais alors j'ouvre un autre sujet, oui, pardon. Non mais tu le dis un peu avec on sent du sourire dans ta voix, mais c'est vrai. Mais oui. Évidemment, pour mettre des Xbox Series X dans ses serveurs, Microsoft a forcément dû un peu diviser sa production. Et clairement, déjà ils vendent moins que PlayStation, mais clairement ça n'a pas arrangé les choses. Et dans plusieurs interviews, Phil Spencer il en parle en disant que justement, enfin, clairement ils avaient pas assez de stock. Ils vendent tout le stock qu'ils ont à chaque fois. Donc clairement, la demande est plus forte que l'offre. Et l'offre, malheureusement, ils pouvaient pas en proposer autant qu'ils voulaient parce qu'en plus, ils devaient alimenter leur serveur. J'imagine que maintenant que c'est fait, même s'ils vont... c'est pas terminé dans le sens où
ils vont continuer à rajouter des serveurs partout dans le monde pour continuer à offrir le truc à de plus en plus de pays et de plus en plus de clients. Mais j'imagine que le gros effet, en tout cas, au moins d'avoir remplacé sur les serveurs existants et qui vont pouvoir peut-être un peu mieux distribuer la production dans les mois à venir pour un peu plus répondre à la demande. Mais du coup, côté xCloud, après c'est aussi un bon point parce que ça veut dire que vous n'avez pas de série X, mais pas de souci. Si vous avez la connexion internet qui va bien sûr ça reste le point. Oui, c'est le nerf de la guerre. Tu peux au moins accéder au jeu très facilement en cloud gaming, et même quand tu as une PlayStation par exemple aussi, y a tel jeu qui sort en exclusivité sur Xbox, tu sais que tu vas pouvoir au moins y jouer sur ton PC à travers du cloud gaming si même si t'as pas un PC assez puissant. Donc c'est quand même très bienvenu de la part de Microsoft de faire ça. Et c'est vrai que moi j'ai pu enfin avoir pour la première fois une expérience vraiment crédible de cloud gaming. Moi je trouve que, je pense que je l'ai assez souvent dit, que le cloud gaming sur smartphone, etc., moi je trouve que c'était pas très convaincant. Je suis pas habitué à jouer en mobile. Et là, pour la première fois, et sur PC, jusqu'à présent, c'était assez baveux, ça laguait, c'était pas très agréable. Là, le passage au Xbox Series X, il a vraiment fait beaucoup de bien. Et j'ai pu vraiment jouer. Alors moi, je jouais à Outriders avec des amis parce que j'avais envie d'être sur mon PC pour y jouer. Et je l'avais plus installé. Et du coup, j'ai des amis qui voulaient faire une partie. Et du coup, j'ai pu facilement, je me suis dit, mais oui, je peux utiliser le service. Et je suis allé sur xbox.com/play, j'ai lancé Outriders et j'ai pu rejoindre en quelques minutes mes amis pour jouer. Et si tu me poses la question, oui, tu vois, si je fais l'effort de réfléchir à ce que je vois, oui, je vois que c'est du cloud gaming. Évidemment, l'image elle est moins bonne qualité, elle est pas native. J'ai un écran en plus qui est de plus grosse définition que le Full HD, donc du coup. Ouais, tu vois une différence. Ça se voit, je vois une différence par rapport à si je faisais tourner le jeu directement sur mon PC. Mais moi, sans me poser la question de façon active, je l'oubliais en jouant et je jouais quoi. Et c'était assez fluide. Et pour moi, le plus important, c'est que c'est assez fluide et assez réactif en termes de latence. Oui, mais je comprends. Pour que j'ai pas l'impression de jouer en cloud gaming justement. C'était assez transparent pour moi. Et vraiment, j'ai pas eu de problème dans les différences de jeu. J'ai pas eu de décrochage non plus, l'image qui se fiche pendant 3 secondes, tu vois, ça, j'ai pas eu ça par exemple. Donc vraiment, c'était une très bonne expérience. Même si la qualité de l'image, il faut encore qu'ils la travaillent, et je pense qu'ils continueront à faire des mises à jour. Au moins pour le moment, c'est la première fois que j'ai vraiment pu jouer en cloud gaming sans me dire bon quand même, c'est rigolo 3 minutes, mais j'arrête quoi. Ouais, t'as vraiment joué. T'as fait ta partie de jeu sans réfléchir quoi, sans te poser de questions. Ouais. Ah mais moi c'est ce que j'attends aussi à la rigueur si le côté graphique est un petit peu dégradé, tant qu'on a le côté fluide et convivial, je pense que c'est ce qui compte finalement quand on joue. Enfin pour moi. Et mine de rien, ne pas installer les jeux, je trouve ça va. Là vraiment, s'ils arrivent à augmenter peut-être un peu encore la qualité d'image pour que ce soit vraiment transparent pour l'utilisateur, il y a un côté super agréable au fait de se dire. Ce jeu, je peux le tester immédiatement sans l'installer, sans télécharger les 100 gigas d'installation. Il m'intéresse, je peux au moins le tester, quitte après à ce que tu aies envie de le faire, si tu as un PC qui est assez puissant ou une Xbox, le faire après en local en le téléchargeant, mais au moins tu auras pu l'essayer avant. Mais le truc qui est génial, comme tu l'as dit, c'est si tu as un PC qui n'est pas assez puissant, tu peux jouer à tout sur une bonne qualité. Et ça, c'est quand même génial. Oui. Ça, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc moi j'attends de changer de connexion pour tester ça, mais voilà. Bon, Cassim, d'autres infos jeux ou on se contentera de ça pour aujourd'hui ? On se contentera de ça pour aujourd'hui et puis je pense que d'ici la rentrée en plus, les gens qui sont côté un peu Xbox dans l'écosystème, ils seront assez choyés parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties qui sont prévues dès la fin du mois de juillet là, dans le Game Pass, donc il y aura de quoi faire en attendant la rentrée de Lifetime. Ok, ça marche Cassim. Merci beaucoup d'avoir apporté tous ces éclaircissements sur l'information. Je vous salue toutes et tous, je vous souhaite un très bel été, bonnes vacances à ceux qui en ont, et puis on se donne rendez-vous sûrement fin août, début septembre pour de nouvelles aventures. Allez, encore merci Cassim et à très bientôt. Salut, ciao. Merci à toi aussi. Merci. Ciao.